Ok, prêt. Bonjour, alors je me présente Hélène Mathieu, je suis pédicure podologue depuis 25 ans et actuellement responsable pédagogique au sein de l'Institut de formation en pédicurie et podologie Rockefeller. Je suis accompagnée aujourd'hui de plusieurs étudiants actuellement en formation, Isabelle et Charlotte, étudiantes en première année, et Guillaume, étudiant en deuxième année. Je vais vous présenter rapidement l'école Rockefeller et ses infrastructures, en m'attardant un petit peu sur la clinique où nous nous trouvons aujourd'hui. Puis je vous présenterai la formation de pédicure podologue et la manière dont elle s'organise à l'école Rockefeller. Enfin, nous évoquerons les différentes modalités d'exercice de la profession ainsi que les spécialisations possibles. Et à l'issue de la formation, nous serons bien sûr là, tous les quatre, pour répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, quelques mots sur la profession de pédicure podologue. C'est une profession encore assez jeune et surtout en pleine évolution, en particulier grâce à l'évolution des technologies, principalement utilisées en podologie, comme la conception assistée par ordinateur et l'utilisation de la 3D, mais également en pédicurie avec un matériel de plus en plus performant, nous vous montrerons tout à l'heure, tel que la turbine qu'utilisent les dentistes et qui augmente considérablement le confort du patient pendant les soins. Alors comme son nom l'indique, c'est une profession que l'on pourrait qualifier de double, puisqu'elle présente un versant soins avec la pédicurie et un versant rééducation avec la podologie, sachant que le pédicure podologue est un professionnel de la rééducation. C'est une profession très variée dans ses activités pratiques, techniques, c'est-à-dire que le pédicure podologue réalise des soins, conçoit des semelles orthopédiques qu'on appelle orthèses plantaires, mais également des appareils, des dispositifs médicaux sur mesure qui sont des petits appareils de protection ou de correction au niveau du pied. Donc c'est une profession donc, techniquement assez riche. Et principalement, la plus grande richesse de cette profession, pour moi, c'est vraiment le relationnel avec le patient, qui est primordial et constant. Il y a un véritable échange entre le professionnel et son patient, puisqu'il y a du temps pour cet échange, et ce qui en fait une profession vraiment riche dans le contact humain. C'est également une profession où le praticien a le droit de diagnostic, ce qui la rend encore plus intéressante. Alors, quelques mots sur l'école Rockefeller. C'est une école privée qui a le statut de fondation reconnue d'utilité publique. Elle se situe à proximité de la faculté de médecine. D'ailleurs, nous avons mis en place des relations de partenariat au niveau des enseignements. L'école est certifiée ISO 9001 depuis 2005. Elle est habilitée à recevoir des personnes en situation de handicap dans le cadre d'une démarche régionale qu'on appelle H+. L'école accueille plus de 3000 étudiants sur deux pôles, un pôle sanitaire, un pôle social et un pôle sanitaire dont fait partie la formation en pédicurie podologie. L'encadrement se fait par 125 personnels permanents, qu'ils soient administratifs ou pédagogiques, et fait intervenir plus de 500 vacataires experts. Au niveau des locaux, l'établissement a été entièrement réhabilité en 2004. L'école dispose d'équipements très performants et de locaux très spacieux également. Alors notamment, on peut citer 3 amphithéâtres avec des liaisons en visioconférence, 32 salles de cours quasiment toutes équipées numériquement, des salles de travaux pratiques et une magnifique bibliothèque. En ce qui concerne la partie pédicurie podologie, l'école s'est dotée d'une clinique de soins entièrement équipée. Au sein de ces locaux, donc, on trouve la clinique de soins et de formation en pédicurie podologie. Alors, on vous montrera tout à l'heure je vais passer la parole aux étudiants qui se trouvent ici et qui vont vous présenter un petit peu la clinique. Bonjour, donc vous êtes actuellement dans la clinique de soins qui comporte 9 fauteuils patients et qui va être agrandie d'ici votre arrivée. Alors Charlotte ou Guillaume va peut-être vous présenter les différents outils. Donc vous avez un fauteuil patient comme vous pouvez avoir chez votre dentiste ou chez votre podologue, qui est tout électrifié. On a une pédale qui permet de le diriger. Elle est juste là, juste derrière. Et puis après, on a une unité de soins, ce qu'on appelle, où on a un cialytique pour la lumière et tous les appareils rotatifs. Je ne sais pas si vous les voyez distinctement, se trouvent là. Donc Charlotte, elle tient
le micromoteur qui va ensuite, on va venir mettre une fraise au bout qui est stérile et on vient voilà, faire vos ongles et on le met sur une aspiration. Ah, c'est le même matériel que le dentiste. En fait. C'est du matériel à usage unique? Alors, tout ce qui est là, c'est pas usage unique. Par contre, tout ce qui vient se mettre dessus est à usage unique. Et c'est également les élèves. En fait, dans la clinique, on gère aussi bien l'accueil des patients que la stérilisation. En fait, on est encadré sur la globalité de la prise en charge. C'est pas seulement faire les soins, c'est accueillir, stériliser, nettoyer, entretenir le matériel et le paiement à la sortie, prendre les rendez-vous. C'est vraiment la prise en charge globale. À côté, vous avez le contre-angle. Ça fait de l'eau et ça fait de l'air. La seringue à air et à eau. Et la turbine, voilà. La turbine du dentiste, qui est beaucoup plus agréable sur les pieds que sur les dents. Voilà. Alors, il y a toute une partie au niveau podologique que malheureusement on ne pourra pas vous montrer aujourd'hui parce qu'ils sont dans d'autres salles, pas très loin, mais rendues difficiles d'accès aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de la durée des études. Donc, la formation de pédicure podologue est une formation en 3 ans qui est sanctionnée par un diplôme d'État. Alors, la spécificité de cette formation réside vraiment dans l'alternance qu'il y a entre la formation théorique et la formation pratique. Cette alternance, elle a lieu vraiment pendant les 3 années de formation. Et plus on avance dans les années de formation, plus la partie pratique augmente. Alors, cette formation pratique, nous l'appelons formation clinique. Elle s'organise autour de différents lieux de stage. Donc, tout d'abord des stages à la clinique, donc la clinique qu'on vient de vous montrer au sein même de l'école, où les étudiants sont accueillis en groupe restreint et encadrés par 2 formateurs. Ensuite, des stages en milieu hospitalier, alors assez souvent au niveau des hospices civils de Lyon, mais également dans d'autres structures telles que des cliniques, des centres de rééducation, des EHPAD, où là, les étudiants se rendent en groupe de 6 maximum, encadrés par un formateur. Les services hospitaliers qui accueillent les étudiants sont assez variés. La gériatrie, la rhumatologie, la rééducation fonctionnelle, la diabétologie, et permettent des stages à la fois pratiques, les étudiants ont une activité pratique au sein de ces stages, mais également des stages d'observation, par exemple au bloc opératoire accueilli par des chirurgiens orthopédistes. Et enfin, un 3e lieu de stage, le cabinet libéral. Donc les étudiants vont passer un certain nombre d'heures auprès d'un professionnel installé en libéral. Alors là, je vais aussi à nouveau laisser parler les étudiants sur la formation pratique. Oui, donc ce qui est sympa, c'est qu'on a vraiment la théorie d'un côté et la pratique de l'autre. Et en fin de compte, toute la semaine, on a les deux. Donc en pratique, plusieurs fois par semaine, on va aller à la clinique ici, donc recevoir des patients. Et puis sinon, on est en lieu de stage à l'extérieur. Pour ma part, je vais parler pour les P1, première année, on a été en gériatrie dans différents lieux de stage de manière à ce qu'on soit vraiment en petit groupe et faire vraiment un patient, voire 2 personnes sur un patient. D'ici quelques semaines, on va partir chez un praticien en libéral de manière à observer sa manière de fonctionner. Et puis on a hâte. Voilà, est-ce qu'on peut... J'interpelle Guillaume sur la partie examen clinique en 2e année, puisque les premières années ne reçoivent pas encore de patients pour les examens cliniques. Ils reçoivent dès la première année des patients en soins. En examen clinique, ça commence en 2e année. Donc alors, pour tout ce qui est examen clinique, donc c'est à partir de 2e année, on reçoit une formation, une préparation aussi avec des référents pour comprendre comment doit se dérouler un examen clinique afin d'aboutir, oui ou non, sur un appareillage. Et si c'est le cas, en fin de compte, donc, suite à un examen clinique, on ira faire un plan d'appareillage pour le patient qui sera remis dans les temps à venir. Et le plan d'appareillage, c'est ce que vous appelez les semelles orthopédiques et que nous, on appelle aussi orthèse plantaire, mais ça correspond à ça en fait. Dipodologie. Une petite question, quand vous parlez de patients, ça veut dire que la clinique est ouverte à l'extérieur et que des gens extérieurs de l'école peuvent venir se faire réaliser des soins ou des semelles ici? Oui, tout à fait. En fait, j'ai parlé de la pédicurie. En fin de compte, on a la clinique qui est inscrite sur Doctolib. Donc, en fin de compte, comme pour tout autre praticien extérieur, en fin de compte, vous prenez rendez-vous et puis on
fonction de ces rendez-vous, nous, on vous reçoit. Ça va durer entre 2 et 3 heures. Parce que Ça dépend en fait, si je peux me permettre. Ça dépend si vous venez avec les P1 ou les P2. Les P1, si c'est le matin, c'est à partir de 9h et globalement vers 11h, 11h30, vous êtes libre. Mais ça prend plus de temps que pour les P2 puisque nous sommes débutants. Les soins sont je pense, à peu près d'aussi bonne qualité. Mais par contre, on met plus de temps parce qu'on est peut-être moins rapide. Voilà, on a besoin de temps pour faire les gestes. Et pour les P2, sauf erreur de ma part, ils peuvent voir le double de patients sur la même matinée. Il y a des rendez-vous de 9h à 10h. 9h, 10h. Voilà. Et à partir alors, le premier créneau est à 9h, généralement, et le deuxième est à 10h. Donc, on peut avoir une rotation, nous, en deuxième année, jusqu'à 12 patients dans une matinée. Voilà. Mais dans tous les cas, on vous invite à venir à la clinique, aussi bien pour faire des soins ou sur les orthèses plantaires qui se font 3 fois par semaine le matin, sauf erreur, les mardis. Lundi, jeudi et vendredi. matin. Voilà. Et comme ça, vu que vous ne pouvez pas faire les portes ouvertes en direct et que ça se fait via Facebook, par contre, si vous venez nous revoir, on vous fait un soin pas trop cher. Hein. On est quand même à des tarifs défiant toute concurrence et vous voyez exactement ce qui se passe sur place. Alors, je reprends un petit peu la parole sur la partie théorique, parce que certes, il y a une grande partie pratique, mais il y a aussi une partie théorique. Alors, elle représente quand même une part importante de la formation, surtout en première année. Elle repose sur des enseignements très généraux, tels que la biologie, l'anatomie, les sciences médicales, le droit, la gestion, la méthodologie aussi, mais également un apport théorique important sur tout ce qui entoure la pédicurie podologie, qu'on appelle chez nous cœur de métier. Alors, en ce qui concerne l'universitarisation, donc on l'a bien dit, c'est un diplôme d'État. Et le conventionnement qui est en cours avec l'université Claude Bernard Lyon 1, qui se trouve dans notre proximité immédiate, va permettre l'obtention d'un grade licence à l'issue de cette formation. Ce grade permet aux nouveaux diplômés qui le souhaitent de poursuivre leur formation vers une spécialisation par le biais d'un diplôme universitaire de type DU ou master. Parmi les plus connus, on retrouve évidemment la podologie du sport, mais également la diabétologie, la posturologie clinique, des DU de plaies et cicatrisation et des DU de biomécanique de l'appareil locomoteur et du mouvement. Alors, quelques mots sur la profession. À l'heure actuelle, on a un peu plus de 14 000 podologues en activité, avec une répartition de cette activité très caractéristique de notre profession, c'est-à-dire une profession qui s'exerce à plus de 98% en secteur libéral. Le secteur salarié représente à peine plus d'1%. Alors cette activité libérale, elle peut quand même varier en fonction des choix du praticien, c'est-à-dire qu'il y a des praticiens qui développent le soin à domicile. De plus en plus, les praticiens choisissent d'intégrer des maisons de santé pluridisciplinaires pour une interdisciplinarité constante. Et également, de plus en plus de pédicures podologues exercent en réseau, comme par exemple pour le réseau diabète. Alors, je terminerai sur un petit mot sur la patientèle du pédicure podologue. De plus en plus, on reçoit tout type de population. Alors, certes, les personnes âgées restent une patientèle privilégiée du pédicure podologue. Ils ont besoin de soins réguliers et avec eux, on travaille beaucoup la prévention. Mais également, on en parlait tout à l'heure, les patients diabétiques. Les consultations sont prises en charge en fonction du grade du diabète. Et donc, c'est une patientèle qui se développe énormément. Une autre patientèle très présente sont les sportifs. On le disait en début de diaporama. La technologie des matériaux est en constante évolution, les techniques aussi, ce qui va nous permettre en fait de répondre aux attentes des sportifs, et ce, quel que soit le sport envisagé. Et enfin, une autre patientèle dont on parle un petit peu moins chez le pédicure podologue et qui pourtant est très présente, ce sont les enfants. Ils viennent en soins de pédicurie pour des ongles incarnés fréquents, pour des anomalies inguéales, c'est-à-dire des anomalies au niveau de la forme de leurs ongles, ou en podologie pour des anomalies structurelles ou des troubles de la croissance qui peuvent être pris en charge par des orthèses plantaires. Voilà, alors moi j'ai fini pour la présentation. On reste disponible pour vos questions. Alors, une première question concernant l'admission
Est-ce que c'est un concours ou est-ce qu'on passe par Parcoursup? Alors, le concours, c'est terminé. L'admission se fait uniquement par Parcoursup. Avec 36 places pour Parcoursup et des places réservées aux reconversions professionnelles et à la passerelle PACES cette année. Donc Parcoursup est déjà ouvert et doit fermer. Pour information, vous pouvez réaliser vos vœux jusqu'au 8 avril. Je crois que c'est ça. Tout à fait. Merci. Nous avons parlé donc, du nombre d'années de formation, donc sur 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous préciser le montant, le coût à peu près de la formation et si c'est ouvert à tout le monde? Alors oui, le coût de la formation doit être, je vais peut-être être approximative, mais pas de beaucoup, de 9 200 € par an. J'avais retenu 9 134, mais je crois que c'est plus tout à fait ce chiffre. C'est accessible, entre guillemets, absolument à tout le monde, hein, tous ceux qui souhaitent travailler dans le soin. Après, je sais, on peut peut-être passer la parole à Isabelle qui est avec nous. Après, Isabelle est infirmière de formation initiale au départ et c'est une reconversion professionnelle. Donc, on peut peut-être lui passer la parole quelques minutes. Donc moi je suis en P1 et donc infirmière depuis 2003 et j'étais en libéral depuis 2006 et pour plein de raisons j'ai eu envie de changement et donc moi je ne suis pas passée par Parcoursup puisque les reconversions ont un chemin un petit peu différent, en tout cas pour l'instant. Et nous sommes 4 à avoir fait ce choix avec des parcours complètement différents. Donc le mien, voilà, j'étais déjà dans la santé. Mais sachez que si vous n'êtes pas issu du milieu de la santé, mais que vous êtes extrêmement motivé, parce que je pense que c'est quand même ça, on ne vient pas en pédicurie, podologie par hasard, on peut y arriver. Voilà, avec du travail régulier et de la passion, tout est faisable. Donc pour les reconversions, chez nous, on a une ancienne aide-soignante, mais qui avait fait du tourisme avant, une manager en banque et une DRH. Donc voilà, tout est faisable. Donc s'il y en a parmi vous qui hésitent à changer de métier et qui sont vraiment, vraiment attirés par la pédicurie ou la podologie, mais quand même, il y a les deux versants, donc s'il y en a un que vous n'aimez pas, c'est quand même compliqué aussi. Mais voilà, n'hésitez pas. Et moi, j'ai une petite question, juste pour, est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé votre arrivée en pédicurie podologie? Le fait de quitter le métier d'infirmière ou ce qui m'a attiré spécialement pédicurie podologie? Par exemple. Alors moi, en tant qu'infirmière, j'adorais gratter les plaies. Donc voilà, je vous le dis tel que c'était. Et je l'avais dit aussi à Madame Mathieu quand je l'avais rencontrée, je crois. Donc voilà, l'idée d'apporter du bien-être, le fait de passer de quelque chose qui n'est pas forcément toujours très joli à la première vue, mais qu'en fait on embellit. Et on n'embellit pas comme l'esthéticienne, on embellit pour que les gens soient confort. Ça veut dire qu'on enlève de la corne. Alors je vais vous parler avec les mots faciles à comprendre, mais voilà. La corne, c'est ce que nous on appelle l'hyperkératose, mais une fois que vous l'avez enlevée, vous avez les pieds qui sont tellement plus légers, donc ça fait moins mal, donc on marche plus facilement. Dans les semelles orthopédiques, si elle est bien faite, vous la sentez pas dans la chaussure, des douleurs disparaissent. Enfin voilà, tout ça, je l'ai découvert. Je savais que le métier existait, mais j'avais pas notion de tout ça. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit que c'était là-dessus que je voulais finir ma carrière. J'adore mon métier d'infirmière, mais j'avais envie d'autre chose. Donc voilà, c'est un métier qui a beaucoup de facettes et qui est à la fois intellectuel et manuel. Je continue une question à Guillaume et Charlotte concernant votre parcours. Excusez-moi. Donc, vous avez l'un et l'autre eu votre bac. Est-ce que vous pouvez nous préciser les options ou alors la filière du bac dans lequel vous y étiez pour pouvoir accéder à la formation pédicurie podologie? Alors pour moi, Jadine, moi c'est complètement à part parce que je ne suis pas passé par Parcoursup, c'était l'époque, c'était les concours. Donc en fin de compte, tous ceux qui voulaient venir et tenter les concours pouvaient passer avec n'importe quel bac ou formation. Donc sur le Parcoursup, je ne peux pas trop aider, mais sinon ma formation, ça a été un bac S, spécialité SVT. Mais encore une fois, c'est un ancien bac qui a eu un nouvel changement, je crois, sur toutes les organisations du bac. Donc, mais je pense que faut rester dans le domaine principal, ce serait les sciences humaines. En sachant. Alors pour ma part, donc j'ai fait un bac S aussi, très original, avec une option SVT. Après j'ai fait une PACES et puis après j'ai fait une prépa.
Au départ, je fais une prépa psychomotricité, mais donc pour me préparer au concours en fait. Et du coup, en fin de compte, quand on prend ce genre de prépa plutôt sciences, on, on est à même aussi exercer à pouvoir pratiquer d'autres concours. Et donc du coup, j'ai présenté plein de choses. Et en fin de compte, le Covid est arrivé, donc pas de présentation. Donc là, justement, Parcoursup. Et puis là, on a des dossiers à remplir, des lettres de motivation. Et puis voilà, on croise les doigts pour être pris en fait. Mais, voilà. Est-ce que vous pourriez dire que le fait de ne pas avoir suivi une filière scientifique n'est pas un handicap pour suivre la formation? Est-ce qu'un bon niveau dans les matières scientifiques est réellement demandé ou alors une remise à niveau peut suffire avec du tutorat par ailleurs ou un travail personnel supplémentaire? Je pense que si on a eu, si on a eu un départ plus scientifique, c'est vrai que c'est mieux parce que ça permet d'avoir peut-être un cheminement de pensée différent que par exemple les littéraires peuvent avoir. Après, je pense que si on est motivé et qu'en effet on peut avoir de l'aide par du tutorat ou autre, après peut-être qu'on verra nos futurs camarades pour vous aider quand vous arriverez. Mettre en place certaines choses. Je pense qu'avec beaucoup de motivation, tout peut bien se passer, quoi. Mais après, il est vrai qu'il faudra travailler davantage, je pense. Mais en sachant qu'en P2, vous avez, je crois, 2 littéraires. On a un peu de tout. Trois. On a eu, Trois on a eu on a eu des littéraires, un changement de formation qui était avant en droit. Enfin, on a eu beaucoup, c'est assez diversifié, et qui fait qu'en fait, si la personne est motivée, qu'elle veut bosser, elle pourra y arriver si elle se donne les moyens. Et ceux qui sortent de S, en fait, ils ont, je crois, plus de On a un bagage connaissances. d'avance, c'est ça, on a un peu d'avance. Mais au final, il y a des choses où il faut, de toute façon, tout le monde doit travailler et donc tout le monde se retrouve dans le même mouvement. Après, nous, on était de S, ça n'a pas été facile non plus. Donc, c'est comme tout, hein, on n'est plus au lycée, on ne peut plus réviser la veille pour le lendemain. Ça, c'est fini. C'est plaisir à entendre. Pour peut-être finir sur Parcoursup, une question pour savoir si les étudiants qui sont en PACES sont prioritaires ou pas par rapport aux lycéens sur Parcoursup. Alors, pas forcément, je dirais. Non, toutes les questions, enfin, on étudie absolument tous les éléments du dossier. Donc, non, c'est pas parce qu'ils écrivent. Il n'y a pas une priorité qui est donnée à tel ou tel type de candidat. Alors, en tout cas sur Parcoursup, non. C'est-à-dire que vraiment, Les encore une dossiers, fois, chaque on regarde dossier. tout, que ce soit les notes, les appréciations, la lettre de motivation, voilà. C'est une manière très scrupuleuse. Merci. Je rebondis sur vous nous aviez parlé en fait du temps de travail. Est-ce que par ailleurs, voilà, en plus de votre formation et de votre journée à l'école ou en stage, le travail personnel par ailleurs, en dehors de ce temps de cours, on va dire, est important ou pas? Alors après, tout dépend ce qu'on met derrière important. Important, je l'entends comme quelque chose en tout cas de quotidien. Alors moi, personnellement, je dirais que oui. Pour 2 raisons en fait. C'est que s'il n'y a pas de travail quotidien, c'est du travail sur la longueur en fait. Vous ne pouvez pas débarquer avant un partiel en révisant votre cours la veille pour le lendemain comme disait Charlotte. Enfin, ceux qui y arrivent, franchement, chapeau, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne technique. Et puis parce qu'en fait, il y a des choses qu'on voit en cours magistral mais qu'on revoit ensuite en TD. Alors, il y a des choses qu'on peut intégrer directement sur le cours magistral, mais si vous ne révisez pas un minimum quand même avant d'arriver au TD, c'est pas toujours super parce que vous n'êtes pas optimal dans votre TD. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il faut réviser. C'est pas forcément réviser pour réviser. Relire un cours, c'est déjà très bien, mais rentrer chez soi et se mettre devant la télé, c'est pas tout à fait pour moi au programme. Et je pense qu'il y a le côté, si on révise la veille pour le lendemain, on fait de la mémoire instantanée. Il faut savoir qu'il faut que ce qu'on apprend, il faut qu'on se le garde pendant les 3 ans à venir, parce qu'après on a un métier à la fin. Donc si on arrive devant un patient et qu'il nous pose une colle en absence, alors que c'est quelque chose qu'on a vu préalable, c'est quoi le but en fait? Et alors moi, je rebondis sur l'examen clinique parce que certes, le versant de soins pédicurie, il y a quand même déjà beaucoup de choses à savoir, mais effectivement pour la podologie, pour dérouler un examen clinique, proposer un diagnostic et proposer une prise en charge au patient, il y a quand même, effectivement, il y a du travail aussi, mais bon, ça reste
intéressant et tout à fait faisable, n'est-ce pas Guillaume? Ah oui, non, mais vraiment, alors, niveau travail, je sais que moi je suis pas le mieux placé pour être le plus bosseur niveau révision quotidienne, mais je sais qu'il est quand même important de relire ces cours régulièrement pour pouvoir en fait arriver en cours, savoir répondre aux questions des enseignants pour pas passer pour un peu des idiots ou des personnes qui font rien du tout, quoi. Donc il est quand même important, ouais, non, mais il est quand même important d'avoir un travail assez régulier justement pour pas accumuler trop de lacunes pour plus tard. Ouais, c'est ça en fait, c'est pas accumuler de lacunes pour que. Parce que ce qu'on apprend, en fait, des fois, alors moi je suis un peu plus vieille, mais quand on est au lycée, par exemple, on apprend des choses et on sait qu'on les utilisera jamais. Et bien là, c'est pas le cas en fait. Tout ce que vous allez apprendre, c'est des connaissances qui s'empilent et qui permettent ensuite d'avancer. Donc, vous pouvez vous permettre d'avoir des petites lacunes sur certains endroits. L'histoire, je peux me remettre l'histoire de la podologie. Si vous ne retenez pas tous les noms, on ne vous en voudra pas, mais il y a quand même au moins 2 grands noms de la podologie. Je pense que même diplômé, c'est quand même pas mal de les connaître. Donc, c'est ces petites choses, si vous les savez pas, les muscles, savoir à quoi ils servent, et bien, par définition, derrière, on ne peut pas faire des bonnes semelles si on ne sait pas à quoi sert tel muscle. Enfin, pour moi, en tout cas. Merci. Je précise juste pour compléter ce qui a été dit concernant Parcoursup. Il faut savoir que les PACES sont hors Parcoursup. D'accord. Pour la passerelle. Voilà. Excusez-moi, je continue concernant en fait votre journée, le matériel utilisé. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un ordinateur pour son travail personnel ou pour des cours en distanciel, si c'est le cas? Alors là, à l'heure actuelle, je vais laisser répondre après, mais vu la situation sanitaire, on n'a pas trop le choix puisque les cours sont en visioconférence. Donc effectivement, les étudiants, ils ont besoin d'être dotés d'un ordinateur. Maintenant, pour ceux qui ont des difficultés de connexion, des salles sont quand même à disposition à l'école si nécessaire. Bon, après, je dirais que tout le travail qui peut leur être demandé lors de TD, lors de travaux écrits à rendre, doivent être dactylographiés. On leur demande aussi, enfin, on vous demanderait aussi d'utiliser le plus possible quand même les technologies modernes. Donc oui, la réponse c'est, je pense que sans ordinateur, c'est assez difficile. Moi, j'en avais pas au départ et j'ai investi dans un PC portable. Et puis, on n'en a peut-être pas parlé. En fait, l'école, elle fonctionne avec Claroline, c'est une plateforme. Donc, en fait, vous allez chercher vos cours, les cours, alors là, nous, c'est du distanciel pour l'instant, mais même quand c'était en présentiel, vous écrivez, vous prenez des notes, mais après, certains profs vous donnent le support. Donc ça, il est sur Claroline, des informations administratives, l'emploi du temps. Donc en fait, c'est quand même super pratique d'avoir son PC et de tout pouvoir gérer. Donc moi, j'en avais pas et assez rapidement, j'en ai pris un et je regrette pas parce que c'est pour moi, maintenant, ça devient vital, quoi. Un sujet qu'on a assez peu abordé concerne les stages. Est-ce que c'est l'école qui trouve les stages ou est-ce que chaque étudiant doit démarcher professionnel ou structure pour avoir un terrain de stage? Alors au niveau des stages, je dirais classiques, c'est-à-dire au sein de l'école, forcément, ils n'ont rien, ils n'ont pas de stage à chercher. Pour les services hospitaliers, c'est l'école qui trouve les stages. Par contre, ils ont à trouver leur professionnel libéral. Mais je dirais davantage pour une praticité dans la réalisation du stage, c'est-à-dire qu'on ne leur impose pas de le réaliser sur Lyon. L'important, c'est de trouver un professionnel qui les accueille, quel que soit l'endroit. Donc géographiquement, on peut trouver un lieu de stage qui est proche de notre domicile ou pas? Absolument. Merci. Écoutez, est-ce que vous avez des précisions, vous, à rajouter concernant la clinique, votre journée type ou... Ouais, après, peut-être sur les frais, en fait, ça c'était, ce que disait Madame Mathieu, c'était les frais de scolarité. Et après, il faut aussi acheter les blouses qu'on porte. Alors, il y a le pantalon qui va avec. Des frais annexes. Des frais annexes, exactement. Des chaussures blanches pour la clinique. Une mallette pour la podologie. Autour de entre 290 et 300 euros. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, sachant que ce matériel-là, il est à l'étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant le gardera, je pense, toute sa vie professionnelle. Écoutez, si vous avez peut-être une dernière chose à rajouter sur la clinique, sur le matériel en lui-même.
J'ai envie de dire, Guillaume aussi, puisque étant donné qu'on est dans la salle de pédicurie, on a moins parlé de la podologie, qui est pourtant ce qui se développe le plus dans cette profession. Donc peut-être qu'on peut laisser la parole à Guillaume aussi là-dessus. Oui. Au niveau du matériel, donc là vous avez pu voir il y a à peu près une démonstration, on va dire, des équipements au sein de la clinique. Mais au niveau donc, de tout ce qui va être examen clinique, donc tout ce qui va plutôt concerner la partie podologie, on a du matériel qui arrive et qui est présent de bonne qualité, qui vont être pas indispensables, mais quasiment indispensables plus tard dans la vie professionnelle selon les choix qu'on voudra faire. Et donc, comme vous ne pouvez pas le voir là maintenant, parce que le meilleur des conseils qui pourrait être donné, c'est de venir prendre rendez-vous et comme ça vous pouvez observer et être acteur et observateur en même temps de la scène et comprendre un peu mieux comment se déroule la profession. Mais l'école met tout en œuvre au niveau des moyens pour avoir du matériel à la pointe, aussi bien en podologie qu'en pédicurie. Donc en podologie, vous avez des tapis barométriques. Des plaques barométriques, on a reçu des tapis de course, Un tapis de course, des capteurs à mettre dans les chaussures. On a reçu des... La 3D va arriver. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il va y avoir de la recherche et de la formation continue aussi au sein de la clinique. Donc, former des professionnels sur des choses à la pointe. Donc, par définition, les élèves y ont aussi accès. Et en fait, l'idée des professeurs, c'est de nous donner en pédicurie et en podologie le maximum de connaissances pour avoir un éventail le plus large possible. Donc, toucher à tout. Et ensuite, c'est nous qui ferons nos choix. Si on veut faire que de la semelle classique, on peut. Si on veut faire que de la thermoformée, on pourra. Voilà, c'est vraiment l'idée. Et je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les écoles, mais ici, les moyens sont mis pour qu'on puisse avoir tout le matériel de dernier, enfin pas forcément de dernier cri, mais à la pointe pour être des professionnels optimum. En effet, votre réponse, les éléments de réponse là, que vous venez d'apporter, permet de répondre à un des commentaires qu'on a sur la page où il nous est demandé si à l'école, toutes les techniques de fabrication d'orthèses sont apprises, enfin enseignées, et si l'école s'assure d'être à jour avec la réalité de ce qui est fait dans le monde professionnel. Je pense que vraiment ça c'est sans problème. Est-ce que vous concordez à dire suffisamment de formateurs extérieurs et experts dans leur domaine pour balayer absolument toutes les techniques, que ce soit vraiment, comme disait Isabelle, de la semelle classique à la conception assistée par ordinateur et la 3 dimensions. Donc non, vraiment là, tout est balayé. Et ceux qui nous encadrent, il y a les professionnels de l'école qui sont sortis du domaine, entre guillemets, mais qui sont des professionnels. Et puis, il y a tous ceux qui viennent de l'extérieur, donc qui, en plus de leur travail quotidien, viennent nous enseigner. Donc, eux, ils sont aussi dans ce mouvement-là. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obsolescence dans les connaissances, pas du tout. En fait, les formateurs en pratique sont des praticiens qui ont des cabinets, qui exercent au quotidien. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. J'invite aussi les abonnés de la page à aller voir le site internet pour avoir d'autres précisions, contacter le secrétariat pour tout ce qui va concerner les inscriptions. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous. Au revoir.